Ça y est, nous sommes live. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la Hotline des freelances. Alors je vais couper le son de mon ordinateur, sinon vous allez m'entendre en écho, en double, ça va pas forcément être agréable. Bienvenue à vous, je vais simplement prendre une seconde pour pouvoir afficher la vidéo sur cet ordinateur pour que j'ai le retour de vos questions parce que, comme vous le savez, l'émission de la Hotline des freelances, c'est votre émission tous les vendredis de 9h30 à 10h pour vous aider à automatiser votre prospection, transformer plus de prospects en clients, signer des accords plus rentables pour développer une activité d'indépendant lucrative et passionnante. Alors, cette émission est une émission réservée aux consultants, coachs, aux prestataires de services qui ont envie de développer leur activité, d'y prendre plus de plaisir. Parce que vous savez que ma mission, c'est de vous aider à vous épanouir commercialement. Ce qui est pour moi finalement, je dirais la mission que je me fixe et mon obsession au quotidien, c'est de faire en sorte de vous aider à augmenter vos profits, tout en diminuant l'effort que ça nécessite pour générer ces profits et à vous aider à y prendre de plus en plus de plaisir. Parce que pour moi, ce sont les trois variables que j'avais partagées avec vous dans un épisode précédent qui vont vous permettre de vous épanouir commercialement. Et au fur et à mesure également de ces émissions-là et des contenus que je partage avec vous, mon objectif, c'est de vous aider à développer plus de profits en ayant plus de prospects, un meilleur taux de transformation et une marge par client plus importante afin que votre activité vous génère à la fois du plaisir, de l'enthousiasme, de l'épanouissement et également les revenus nécessaires pour pouvoir vivre confortablement, développer votre entreprise et avoir une contribution sur le monde plus importante. Alors, hop, je vais afficher ici. Voilà, nous y sommes. Donc c'est une émission en direct comme d'habitude et vous êtes tout à fait bien évidemment les bienvenus pour poser toutes les questions que vous avez par rapport au développement de votre activité, tout ce qui concerne le sujet de votre prospection commerciale, de votre démarche commerciale, des entretiens de vente en face à face, des stratégies de développement, voilà, de poser toutes les questions. Il y a aujourd'hui, on va répondre et on va commencer par ça. Je vais répondre à une question d'Emilie qu'Emilie m'a laissée sur la boîte vocale de la hotline, la boîte vocale qui est disponible au 09 86 32 20 32. Voilà, c'est un numéro que vous devez avoir absolument dans votre téléphone pour pouvoir laisser vos questions dès que vous avez une question au quotidien de votre activité. Vous sortez d'un rendez-vous client, vous dites « Ah, tiens, j'aimerais bien que David m'aide à répondre à cette question. Il y a une objection que j'ai pas su répondre. J'hésite sur, je sais pas, un email. J'hésite sur une proposition commerciale. J'hésite sur quoi proposer en termes d'offres. Voilà, comment faire peut-être pour également faire avoir une perception de valeur de mon offre plus importante. Bref, voilà, il y a des milliers de questions que vous pouvez vous poser. J'essaie de vous en donner quelques exemples concrets. Et vous avez la hotline. Donc, si je vois que vous êtes 5 à m'avoir rejoint, je vous remercie. Mettez-moi un petit message dans les commentaires ou un petit j'aime ou un petit signe simplement que tout va bien au niveau du son, au niveau de l'image. Ça me permettra comme ça de m'assurer que tout est ok. Si l'image est bonne, est-ce que vous pouvez mettre un petit waouh, enfin un petit oh étonné là, vous savez, avec la bouche ronde. Comme ça, je saurai qu'effectivement l'image est ok. Et ça sera parfait comme ceci. Est-ce que je peux voir? Non, ça, je ne peux pas le voir encore. Donc, ce que l'on va faire dans un instant, c'est je vais diffuser le message que m'a laissé Émilie, et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question, et on verra également en deuxième partie une image pour moi pour que aussi, j'aimerais vous faire comprendre finalement la différence entre les approches de prospection classiques que l'on enseigne un petit peu partout, de manière standard lorsqu'on veut développer une activité qui concerne de la vente de services, et pour moi, une approche de prospection qui est la bonne en fait. L'approche de prospection qui permet de faire plus de profit en faisant moins d'efforts, en ayant donc plus de prospects, plus de contacts intéressés, mais ça on va y revenir dans un instant. Ce que je vous propose donc, c'est maintenant d'écouter le message que m'a laissé Emilie. Je vais mettre le petit oreillette pour m'assurer que tout est ok. Ah, j'entends pas grand chose. Voilà, si c'est bon. Alors. Oui, salut David. Écoute, c'est Émilie Vier à l'appareil, Émilie. Donc moi, je viens de Paris et je suis comédienne. Et alors moi, j'ai déjà suivi tes 2 vidéos et merci déjà de faire ça, parce que franchement, je trouve ça génial. Bref, moi j'ai repéré qu'en fait, ce qu'il faut que j'améliore surtout, c'est le nombre de prospects et le taux de transformation.
Alors, c'est plus là où je peux jouer. La marche par client, quelquefois, c'est imposé, je peux rien faire. Quels seraient quels seraient tes conseils justement pour que moi, en tant que comédienne, j'améliore mon nombre de prospects et le taux de transformation? Je ne sais pas si tu vas réussir à me répondre à ça. Sinon, je te reposerai une question encore plus ciblée si besoin. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment génial et je t'encourage vraiment à continuer. Voilà. Bonne fin de soirée. Au revoir. Ok Émilie, déjà Émilie, je te remercie d'avoir posé cette question sur la boîte vocale de la Hotline des freelances. Alors, je suis pas un spécialiste de ton secteur d'activité. Ma zone d'excellence, c'est vraiment dans la vente de prestations de services pour les consultants, les coachs, les prestataires de services. Maintenant, je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour y répondre, pour t'aider quand même de donner des billes, parce que tu as pris le temps de laisser le message et j'ai quand même envie de pouvoir essayer de t'aider du mieux que je peux. La première question en fait que j'ai envie de te poser, pour trouver en fait, la question c'est comment trouver plus de prospects. La première chose en fait pour moi que j'aurais besoin de savoir, et la question qu'il faudra que tu te poses aussi, c'est qui sont tes prospects. Tu dois savoir y répondre. Qui sont les contacts avec lesquels tu aurais envie de rencontrer demain, après-demain? Est-ce que c'est des directeurs de casting? Est-ce que c'est des producteurs directement? Est-ce que c'est des producteurs de pièces de théâtre? Parce que quand tu dis comédienne, est-ce que c'est au théâtre? Est-ce que c'est au cinéma? Est-ce que c'est pour des courts-métrages? En fait, ce qu'il faudrait, dans un premier temps, c'est être au clair sur qui sont les contacts clés que tu aurais envie de rencontrer, que tu aurais besoin de rencontrer pour ton activité. Ça, c'est la première chose. Parce qu'une fois que tu sais qui sont les prospects clés que tu dois rencontrer, ça sera beaucoup plus facile de savoir, qu'est-ce qui les intéresse? Quelles sont leurs sources d'information? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'ils lisent comme information? Qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet? Avec qui ils discutent dans la vraie vie, etc. Parce que, est-ce que par exemple, les personnes qui vont te permettre d'obtenir de nouveaux contrats, est-ce qu'ils passent par des agents de comédiens? Et donc, du coup, ils sont en contact avec des agences qui vont leur mettre à disposition, peut-être, je sais pas, tes ressources? Ou est-ce qu'ils peuvent rentrer directement en contact avec toi? Donc, la première chose, à mon sens, à identifier, c'est qui ils sont. Et où est-ce qu'ils vont chercher de l'information? Comment est-ce qu'ils peuvent te trouver en fait? Voilà. Ça, c'est le premier élément. Après, la deuxième question, et c'est un petit peu pour introduire aussi le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quels sont leurs besoins en fait? Quand ils cherchent une comédienne, comment est-ce qu'ils font pour trouver finalement la comédienne dont ils ont besoin pour leur production? Est-ce qu'ils regardent sur Internet? Est-ce qu'ils regardent sur des sites de casting? Est-ce qu'ils ouvrent un casting? Est-ce qu'ils ou est-ce qu'ils regardent peut-être, je sais pas, des comédiens qui se lancent qui ont des vidéos sur YouTube peut-être? Parce que si tu sais de quelle façon finalement ils recherchent les personnes dont ils ont besoin, peut-être que toi tu pourras mettre en place des stratégies pour te positionner là où ils se recherchent. Est-ce que ça aurait du sens peut-être, pourquoi pas, d'imaginer publier par exemple sur YouTube quelques vidéos qui vont pouvoir potentiellement donner envie à tes contacts que tu voudrais rencontrer, l'envie de rentrer en relation avec toi pour te dire tiens, on a vu ça sur vous, j'ai vu que vous avez fait telle réalisation, ça me plaît, moi pour mon prochain film ou pour mon prochain court-métrage ou c'est pas ma prochaine pièce de théâtre, j'ai besoin de tel type de personnalité. Voilà, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? Donc là pour moi, pour essayer de te répondre au mieux, alors encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais si tu précises et si en fonction des éléments de réponse que je te donne, ça te donne des billes pour peut-être me préciser un petit peu encore plus ta question, peut-être me dire David, t'es complètement à côté de la plaque, ce qui serait possible parce que c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas ma zone d'excellence, mais voilà, j'espère que ça t'aide quand même. C'est de se dire, qui sont tes contacts, qui tu veux rencontrer demain. Si demain je t'invite à mon cercle d'affaires et que tu présentes ton activité auprès des personnes qui seront là, ils vont te demander qui tu veux rencontrer. Est-ce que tu es au clair sur ça? Qui veux-tu rencontrer? Ensuite, c'est ces personnes que tu veux rencontrer, qu'est-ce qu'ils font pour trouver les personnes dont ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils regardent comme contenu? Quel site ils fréquentent? Par quel processus de vente ils passent pour pouvoir recruter les comédiens, les artistes qu'ils recherchent? Et troisièmement, quel contenu tu pourrais créer ou quelle stratégie tu pourrais mettre en place pour pouvoir être là, être visible sur les sites, les revues spécialisées, je sais pas, les endroits que fréquentent les personnes que tu veux rencontrer. Voilà, j'espère que ça t'aide. Tiens, je vois qu'il y a Cindy aussi qui dit qui est comédienne, ça t'intéresse. Alors Cindy, voilà,
toi qui es comédienne, par rapport à ce que je viens de te dire, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes remarques par rapport à ça? Parce qu'encore une fois, c'est pas ma zone d'excellence. Le fait je suis pas spécialisé sur le sujet de la, comment dire, de la promotion, de vendre finalement ses compétences de comédien. Parce que j'ai jamais, même si quand j'étais petit, mon rêve était de devenir acteur et même de devenir James Bond, mais j'ai jamais, j'ai jamais vendu finalement ce type de prestation. Donc voilà, je te donne avec mon ressenti, mon feeling, les questions qu'on doit se poser quand on fait de la vente de prestations de services, voilà, en espérant que ça s'adapte aussi à ta thématique. Donc Cindy, si tu as un retour par rapport à ça, ça m'intéresse et ça me permettra peut-être également d'affiner finalement la réponse que je peux faire. Et donc, en attendant, Cindy, que tu me dises ce que tu en penses, et pour venir finalement compléter cette notion de stratégie de prospection, je voulais partager avec vous une petite image. Hop. Une petite image pour comprendre finalement la différence entre une prospection classique et la mise en place d'une stratégie de prospection qui va consister à détecter les prospects les plus qualifiés. Je m'explique. Là, vous avez un verger. Admettons que vous soyez un paysan, un agriculteur qui cultive des pommes. D'accord? Et là, vous avez effectivement deux agriculteurs, l'agriculteur A, l'agriculteur B. Et finalement, sur les différents pommiers, il y a des pommes, évidemment, jusque-là, rien de choquant, rien d'anormal, mais toutes les pommes ne sont pas au même stade de maturité. Sur le pommier, il y a des pommes bleues qui ne sont pas du tout consommables, elles ne sont pas encore mûres du tout. Il y a des pommes oranges, qui sont un petit peu plus mûres que les pommes bleues, mais qui ne sont pas encore suffisamment mûres pour pouvoir les consommer. Et il y a les pommes rouges qui, elles, ça y est, elles sont mûres. On peut les cueillir pour les manger directement, pour en faire des tartes ou pour en faire du cidre. Ça, encore une fois, c'est libre à vous de faire ce que vous voudrez de vos pommes mûres. Et l'idée, c'est que si on veut récolter les pommes mûres, on peut le faire de plusieurs façons différentes. La première façon, et c'est la façon qu'utilise l'agriculteur A, c'est qu'il va monter à son échelle et il va aller tâter chacune des pommes pour voir finalement celles qui sont mûres. Il va commencer à tâter une première pomme, non, celle-ci elle est trop dure, elle n'est pas encore mûre. Il va tâter une deuxième pomme, pareil, elle n'est pas encore mûre donc c'est pas bon, je ne peux pas la récupérer. Il va tâter une troisième pomme, celle-ci elle est un petit peu plus mûre, mais pas encore suffisamment, donc je vais la laisser encore mûrir un petit peu sur l'arbre. Il va tâter une pomme, celle-ci c'est bon, elle est mûre, je l'accueille et je la mets dans mon panier. Et ce qui va se passer avec cet agriculteur A, c'est qu'il va faire ça sur toutes les pommes pour pouvoir trouver finalement celles qui sont mûres. Ensuite, il y a l'agriculteur B. Et l'agriculteur B, lui, il s'est dit une chose, il s'est dit, écoute, moi, je sais qu'une pomme mûre, pour moi, la petite queue qui la tient à la branche, généralement, une fois que la pomme est bien mûre, la petite queue se détache et elle est prête à tomber. Et donc, lui, sa technique, elle est très simple, c'est qu'il va autour du tronc, il secoue l'arbre, et les pommes qui sont mûres tombent par terre, et il n'a plus finalement qu'à ramasser les pommes qui sont mûres pour les mettre dans son panier. Et ce qui se passe dans ces cas-là, si on regarde un petit peu les résultats de ces deux personnes, c'est qu'à la fin de la journée, bien évidemment, les deux agriculteurs auront eu le même nombre de pommes mûres, mais le temps que l'agriculteur A aura passé pour aller récupérer ces pommes mûres sera beaucoup plus long que le temps qu'aura passé l'agriculteur B. Donc les efforts pour récupérer le même nombre de pommes mûres est beaucoup plus important avec l'agriculteur A, qui lui est obligé de tâter pomme par pomme, et beaucoup plus important que l'agriculteur B, qui lui a une stratégie qui consiste à faire tomber les pommes qui sont déjà mûres. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là en termes de prospection? C'est quoi le rapport? Le rapport, en fait, c'est tout simplement que la prospection classique, qui consiste à aller démarcher nos prospects sans savoir s'ils sont intéressés, s'ils ont un besoin, s'ils sont assez suffisamment matures dans leur stade de prospection, parce qu'un prospect, finalement, lui aussi, il a plusieurs stades de maturité. Il y a des prospects qui sont en stade de ce qu'on appelle de sommeil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de besoin, en tout cas, ils ne ressentent pas le fait qu'ils ont un besoin. Peut-être que vous, en tant que spécialiste, vous diriez, mais si, attends, je pourrais l'aider à résoudre tel problème, parce qu'il ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, dans son activité, je vais dire une bêtise, mais il a un taux de marge de 3%, alors que dans son secteur d'activité, la plupart des entreprises ont un taux de marge de 20%. C'est pas normal qu'il ait un taux de marge si faible. Je peux l'aider à l'augmenter ce taux de marge. Mais lui, il se dit, non, moi ça me va, ça fait 20 ans que je suis comme ça, tout va bien. Donc même si potentiellement il aurait un problème auquel vous pourriez l'aider, lui, il n'est pas encore conscient de ce problème. Et donc il est en état de sommeil. Ça, c'est les pommes bleues. Ensuite, il y en a un autre qui lui a conscience qu'il a un problème, ou il a conscience qu'il a un désir d'atteindre de nouveaux objectifs,
mais par contre, il n'est pas encore prêt finalement à trouver une solution, il n'est pas encore prêt à travailler avec un prestataire. Ça, c'est les pommes oranges. Et il y a le troisième type de prospects. Eux, ils sont conscients du problème, ils sont conscients qu'ils ont envie de pouvoir effectivement trouver des solutions, ils recherchent un partenaire. Ça, ce sont les pommes rouges. Et donc, si vous n'avez pas une stratégie de prospection qui consiste à détecter parmi vos contacts qui sont ces pommes rouges, eh bien vous allez faire comme l'agriculteur A. Vous allez devoir soit passer des coups de fil à tout un tas de gens pour pouvoir tâter pomme par pomme si effectivement ils ont un besoin. C'est ce qu'on appelle de la prospection téléphonique à froid. Vous allez peut-être faire du réseau, aller dans des événements réseau et aller discuter avec plein de gens qui vous ne saurez pas d'emblée si effectivement ce sont des pommes bleues, des pommes oranges ou des pommes rouges. Et donc là encore, vous allez discuter avec des pommes bleues, discuter avec des pommes oranges et discuter, coup de chance, avec une pomme rouge. Mais du coup, vous aurez passé beaucoup de temps à discuter avec des pommes pas mûres avant de discuter avec une pomme mûre. Et il y a ensuite l'idée de se dire, ok, je vais mettre en place une stratégie de prospection qui va consister à faire en sorte que les pommes rouges se manifestent à moi. Parce que l'objectif, si on veut diminuer finalement les efforts de prospection tout en ayant des résultats supérieurs, eh bien c'est de faire en sorte d'avoir une stratégie qui permette aux pommes rouges de dire, hey, moi, je suis intéressé par ce que tu proposes. Moi, justement, je suis en phase de recherche par rapport à ça. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Est-ce que je suis clair par rapport à ces deux approches? L'approche de prospection classique qui consiste à tâter pomme par pomme et une approche de prospection qui consisterait à se dire je mets en place des stratégies pour pouvoir finalement attirer à moi les pommes rouges. Je vais me rasseoir. Hop. Alors, Cindy, tu me dis plus qu'ailleurs, les réseaux sont importants. Ok. Bonjour David, très belle vision pour le travail de masse, tout potentiel et s'ils ne le sont pas, ils ont dans le relationnel, la force du marketing relationnel. Effectivement, le marketing relationnel, ça peut aider effectivement à pouvoir identifier ces pommes rouges, puisque quand on discute avec quelqu'un de notre réseau, avec un partenaire d'affaires, avec un client, avec un prospect, et qu'effectivement on exprime finalement la valeur que l'on peut apporter à nos clients et en exprimant clairement qui on cherche, qui sont nos clients potentiels, et quelles sont leurs situations et quels sont leurs objectifs, eh bien on peut potentiellement être mis en relation directement avec les pommes rouges. Donc ça effectivement c'est parmi les réseaux, pas le réseau classique, pas le réseautage d'aller participer à des événements en espérant trouver des clients parce que là, eh bien en fait, dans ma vision du business, si vous voulez, votre terrain de jeu, c'est votre verger en fait. Et quand vous allez à un événement réseau, eh bien l'événement réseau, c'est un arbre. L'événement réseau, par exemple, un dîner d'entrepreneurs, c'est un arbre dans lequel il y a potentiellement différents types de pommes. Mais au départ, vous ne savez pas qui sont les pommes bleues, les pommes rouges et les pommes oranges. Et donc, si vous avez en revanche une stratégie de développement par du réseau, par la recommandation, soit par des cercles d'affaires, soit à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez de vous mettre en relation avec 2 ou 3 pommes rouges, et bien là, vous avez une stratégie de prospection qui vous permet effectivement de rentrer en relation directement avec les pommes rouges. Cindy, tu me dis, je crois que c'est un monde difficile, surtout dans le cinéma. Il faut réussir à être visible et avoir des images à montrer pour les castings. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ce qui fait la différence souvent, c'est les rencontres grâce à un réseau. Et pour cela, moi, je ne suis pas sur Paris. C'est soit la chance, soit le culot, soit la persévérance. Alors, dans ce que tu dis, je trouve ça très intéressant. Et moi, je vais aller dans ton sens. Une chose est sûre. Et ça, quel que soit notre domaine, que tu sois comédienne comme toi ou comme Émilie qui m'a laissé le message, que tu sois prestataire de service, que tu sois consultant, que tu sois coach, quelle que soit ta thématique, la clé du succès d'une stratégie de prospection, il y en a 3 en fait. C'est simple. Allez, je vais le tourner, c'était pas prévu, mais je vais le faire comme ça. Je vais trouver une feuille vierge. Voilà. Une prospection réussie, enfin une démarche de prospection réussie, elle va répondre à 3 critères. Et c'est ce qu'on appelle donc c'est pas la méthode, on pourrait appeler ça la COP. Voilà. Le premier critère de réussite d'une bonne stratégie de prospection, c'est le ciblage. Le ciblage, c'est le premier critère de réussite. Parce que si je ne sais pas quelle est mon audience spécifique, à qui je veux parler, qui je veux attirer à moi, qui sont les personnes avec que je veux rencontrer, eh bien, je vais parler à tout le monde. Je vais dire que mes clients sont les gens, mes clients sont les entrepreneurs, mes clients sont les entreprises. Et ça parle à personne en fait. Donc le premier critère de réussite d'une bonne stratégie de prospection,
c'est le ciblage. Donc par exemple, en tant que comédienne, qui tu veux rencontrer, Cindy? Ou Émilie, toi qui as posé la question, peut-être que si tu n'es pas là présente aujourd'hui et que tu regardes en replay, eh bien, qui sont les contacts que tu vas rencontrer? Est-ce que c'est des directeurs de casting? Est-ce que c'est des metteurs en scène de pièces de théâtre? Est-ce que c'est des metteurs en scène de films à gros budget, comme Luc Besson peut-être, je sais rien. Est-ce que c'est, je sais pas moi, des youtubeurs qui font des courts-métrages? Peut-être que tu as envie de bosser avec des youtubeurs connus qui font des courts-métrages et voilà, et c'est ces gens-là peut-être qu'il faut rencontrer. Et tu vois, là on a vu 4 cibles différentes, 4 audiences spécifiques différentes, et tu vas avoir une stratégie d'approche différente en fonction de ces 4 cibles. Tu vas pas rentrer en relation de la même manière avec un youtubeur qui fait des courts-métrages qu'avec Luc Besson ou avec un metteur en scène qui fait des pièces de théâtre. Chacun a des besoins différents, chacun a des sensibilités différentes, chacun a une vision du monde différente, et donc il va falloir avoir des approches spécifiques avec ces 4 cibles. Voilà, j'espère que je suis clair par rapport à ça. Donc, le premier critère, c'est le ciblage. Le deuxième critère de succès d'une bonne stratégie de prospection, c'est originalité. C'est l'originalité. Voilà. C'est effectivement de sortir du lot. C'est encore, moi, il y a une phrase que je dis souvent et à tous mes clients, je le rabâche sans cesse. Le défi, c'est pas d'être unique. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on ne sera jamais unique. Voilà. Si tu es unique, tant mieux et vraiment, tu as une grande chance pour toi. Mais moi, je suis pas unique. Dans ce que je propose, j'ai des tonnes de personnes qui pourraient potentiellement proposer la même chose. J'ai des compétiteurs ou des concurrents, on peut les nommer comme on veut, qui proposent finalement la même chose. Dans l'absolu quelque part. C'est-à-dire, ils se positionnent sur la même compétence, on va dire. Ils proposent pas forcément la même chose de la même manière, mais en tout cas, ils proposent la même compétence potentiellement. Après, j'ai ma propre expertise, ma propre expérience. Même dans l'absolu, la thématique finalement, eh bien, je suis pas seul sur cette thématique-là. Et toi non plus, toi qui me regardes, tu seras pas le seul. Il y aura forcément des concurrents. Et c'est pas grave, parce qu'au final, le défi c'est pas d'être le seul. Le défi c'est d'être singulier. Le défi c'est d'être différent. C'est d'avoir une singularité qui permet d'avoir une certaine originalité. C'est d'être perçu différemment de ce que proposent les autres en fait. Par exemple, là, quand je fais la hotline des freelances, tous les vendredis matins de 9h30 à 10h, eh bien, c'est une stratégie de prospection quelque part. Puisque en faisant comme ça me permet de me faire connaître, ça me permet d'apporter de la valeur à mon marché, ça permet de faire des choses que d'autres concurrents ne seraient peut-être pas capables de faire ou ne voudraient pas faire. Vous voyez, quand je fais quelque chose, je diffuse sur Facebook d'une manière un peu quand même sympa, un petit peu travaillée, avec l'image là du répondeur d'Émilie. D'ailleurs, j'espère que non, le message est fini, donc normalement c'est bon. Que je change comme ça, eh bien, d'une image à l'autre, voilà, que je mets en place un petit bandeau en bas pour mon image de marque. Là, j'essaie de faire quelque chose d'original. Donc, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu peux faire d'original pour pouvoir effectivement d'attirer à toi les prospects qui t'intéressent? Cindy, effectivement, comme tu dis, il faut pouvoir faire la différence. Est-ce que potentiellement, je ne sais pas, montrer ton talent, montrer ton savoir-faire au travers de vidéos sur YouTube, est-ce que ça peut avoir du sens? Je pense à la vidéo parce que quand tu me parles en tant que comédien, on montre son talent d'acteur. Et pour moi, la vidéo est un super outil, à mon sens, pour un comédien de montrer ce qu'il est capable de faire finalement. Et donc du coup, d'aller chercher peut-être même des personnes, des partenaires avec qui tu peux collaborer pour monter tes propres projets finalement. Aujourd'hui, Internet, pour ton métier, je pense, donne beaucoup d'opportunités. Parce qu'avant qu'Internet n'existe pas, quand on était comédien, eh bien, se lancer et trouver des films à gros budget ou des pièces de théâtre, c'était très difficile. Mais là, tu as l'opportunité en tant que comédien de montrer finalement sur le monde du web ce que tu es capable de faire. Donc ça, c'est aussi quelque part une possibilité pour toi, spécifiquement, puisque là, il y a 2 personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, eh bien, de pouvoir montrer ce que tu sais faire. Donc ciblage, originalité. Et Cindy, c'est ce que tu as dit pour le 3e. Et je vais le mettre en rouge parce que c'est vraiment le plus important. Persévérer. C'est la persévérance. Et ça, je vais l'entourer. Parce que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Le succès, la réussite, quelle que soit la définition que tu lui donnes, c'est un long chemin, c'est un marathon en fait, c'est pas un sprint. Ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets magnifiques, qui essayent des choses, mais qui abandonnent trop vite en fait. Et il y a une citation, je crois que c'est le général Clémenceau qui avait dit ça, moi c'est une de mes citations préférées, c'est ah mince, le trou. Voilà, l'échec, non, pardon, ça y est, je vais y arriver. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi.
Voilà. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Parce qu'au final, tant qu'on n'a pas réussi, c'est pas des échecs, c'est simplement des découvertes, des apprentissages, des expériences qui nous permettent de dire ok, je veux aller à tel endroit, eh bien ce chemin-là ne m'aide pas à me rapprocher de mon objectif. Donc c'est pas le bon. Eh bien il faut que j'essaye un autre chemin. Celui-là ne m'y approche pas, enfin m'y approche un petit peu mais pas suffisamment, eh bien je vais peut-être passer par un autre chemin. Et finalement, la persévérance, c'est une des clés et une des clés les plus importantes finalement de la réussite, que ce soit en prospection, que ce soit dans le développement d'une activité, que ce soit quand on est comédien et qu'on veut se faire trouver. Voilà, c'est la persévérance. Donc, ciblage, originalité, persévérance, ce sont les 3 critères de succès d'une stratégie de prospection efficace. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Mindmaster, LR et Oméga 3 sont excellents pour la concentration. D'accord, Frédéric, ok. Je sais pas ce que c'est Mindmaster LR, pour tout te dire. L'Oméga 3, je connais, mais je sais pas ce que c'est Mindmaster LR. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous aide ce que je partage avec vous ce matin sur justement bien... Là, on est plus finalement sur un niveau d'état d'esprit qu'autre chose. Mais ça me paraît aussi important, mine de rien. L'idée, c'est de partager effectivement des techniques, des tactiques, des stratégies. Ça, c'est là, enfin, j'adore tout cet aspect-là. Mais de partager aussi finalement l'état d'esprit, parce qu'au final, le savoir-faire est important, mais dans quoi que l'on fasse, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le sport de haut niveau, que ce soit des compétitions de musique, enfin, quoi qu'on fasse finalement, eh bien, le vrai facteur clé de succès, le 80% de la réussite, c'est l'état d'esprit. C'est le fait de se dire, voilà, je me lève avec l'enthousiasme, avec l'énergie, avec l'AMP. Moi, ce que j'appelle l'AMP, c'est l'attitude mentale positive. Parce que les difficultés, il y en aura. Les challenges, il y en aura. Les essais infructueux, parce que je veux pas dire, je veux pas parler d'échecs. On peut parler d'essais infructueux, il y en aura. Mais si on persévère, si on est dans cet état d'esprit de se dire, chaque jour, je fais un petit pas. Je ne vais pas forcément faire le grand saut du jour au lendemain, mais chaque jour, je vais faire un pas de plus vers ma réussite. Eh bien, en faisant de la persévérance, en cherchant à être original et en cherchant toujours à cibler, eh bien, on se rapproche grandement du succès commercial et donc de l'épanouissement commercial. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, j'espère, Émilie, que ça répond à ta question. J'espère aussi, vous qui êtes présents là en direct ce matin, que ça répond également à des questions que vous pourriez vous poser. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'étape de questions-réponses. Comme d'habitude, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, posez-les-moi là en commentaire sur Facebook et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant vos questions, je prends une petite gorgée de café. Nous sommes, ma femme et moi, leaders pour la société LR Cosmetics. C'est ta vision éclaire ma trajectoire. Merci à toi. Bien, avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce retour et pour ton enthousiasme. Je sais que tu es un assidu de la hotline des freelances et je te remercie. Ça me touche beaucoup, en fait, cette marque de confiance. Parce que, ce que je dis souvent, au final, pour moi, la plus grande marque de confiance qui m'honore le plus, c'est le temps que vous pouvez consacrer finalement à suivre ce que je peux partager. Parce que finalement, au-delà de l'investissement financier qu'on peut faire, qui est un témoignage quelque part de confiance, qui est lorsqu'on est dans une relation commerciale où on cherche un rapport gagnant-gagnant, le fait d'avoir un investissement financier quand un client vous dit oui, il vous marque, il vous démontre un signe il vous témoigne sa confiance, bien évidemment. Mais encore plus puissant que cet investissement financier, votre client, il vous témoigne sa confiance parce qu'il vous confie son temps. Il vous confie son temps. Et le temps, c'est la ressource qui a le plus de valeur dans la vie d'un être humain au final, parce que l'argent c'est une ressource que l'on peut régénérer finalement. L'argent c'est une énergie qui arrive, qui part, mais qui peut se recréer finalement. Alors que le temps c'est une ressource qui ne se recrée pas. Une seconde de passé est une seconde qui ne reviendra pas. Et donc quand vos clients vous disent oui et qu'ils s'engagent avec vous sur la durée, sur du temps, eh bien pour moi c'est le plus grand signe, le plus grand témoignage de confiance. Et moi je suis très honoré quand vous suivez les contenus que je partage, quand vous regardez les vidéos que je partage, quand vous suivez mes masterclass. Oh, ah, c'est bon. Quand vous passez du temps sur la hotline des freelances, pour moi, c'est un grand témoignage de confiance et je vous remercie pour ça parce que, vous m'accordez du temps et c'est, voilà, juste un grand merci. T'as pris en cours de route, Audrey. Hey, salut Audrey. Ah, deuxième interruption. J'espère que ça va revenir.
A priori, c'est bon, ça revient. Désolé, il y a des petites coupures a priori avec le réseau Internet. Un échec est un échec que s'il est vécu comme tel, dit Stéphanie. Ouais, tout à fait raison, Stéphanie. Un échec n'est qu'un échec si on se dit à nous-mêmes qu'effectivement c'est un échec. Parce qu'un échec... Enfin, comment dire? Un échec, pour moi, ça signifie la fin d'une route. Alors qu'en réalité, le succès, c'est un long chemin. Et c'est finalement, effectivement, un échec, c'est uniquement un essai infructueux. C'est un détour, en réalité. Parce que la vie, c'est un chemin. Et ceux qui voient les échecs comme des échecs voient ça comme un mur qui les empêche d'avancer. Alors qu'en réalité, ceux qui réussissent, ceux qui persévèrent, voient les échecs simplement comme un détour sur leur chemin. Mais ça ne va pas les bloquer, ça ne va pas les arrêter. Ça va simplement leur dire, ok, c'est un détour. Je ne suis pas passé par le chemin le plus court, mais c'est pas grave. Parce que sur cette route-là, je vais certainement apprendre des choses, je vais certainement progresser, et donc je vais peut-être prendre du coup un autre raccourci qui va me permettre d'aller plus rapidement vers le succès, vers là où je veux aller. Stéphanie, tu dis, comment faire pour rester motivé dans sa ligne de vie quand vous avez un compagnon qui ne vit que pour son boulot et qui ne comprend pas que sa conjointe travaille à préparer un avenir de leader, études en droit, investissement financier et projet immobilier. Comment faire pour rester motivé dans sa ligne de vie quand vous avez un compagnon qui ne vit que pour son boulot? Comment dire, en quoi est-ce que le fait que ton compagnon ne vit que pour son boulot vient finalement te déranger ou vient faire en sorte que tu ressentes un malaise vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de soutien par rapport à lui, parce qu'il dit que tu n'y arriveras pas? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui génère finalement cette frustration pour toi? Parce que comment rester motivé? Une chose, pour moi, la chose la plus importante qui permet de persévérer et qui permet de se lever tous les matins en se disant je sais pourquoi je me lève, la première chose, c'est de savoir finalement pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ça, c'est ma conviction profonde, c'est de savoir quel est notre pourquoi. Quelle est notre vision finalement du sens que l'on donne à nos actions? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi est-ce que tu as envie de préparer un avenir de leader, de faire des études en droit d'investissement financier et un projet immobilier? Pourquoi tu veux faire ça? Parce que souvent, les objectifs que l'on se fixe, c'est pour quelque chose. Par exemple, un entrepreneur qui se dit « je veux faire plus de chiffre d'affaires dans mon entreprise », c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de générer plus d'argent. Le but, générer plus d'argent, c'est un moyen pour avancer vers un but. Et donc, généralement, c'est toujours de rester connecté sur ce but final. C'est le pourquoi. C'est je veux développer mon entreprise. Pourquoi? Est-ce que c'est pour passer plus de temps avec ma famille, pour passer plus de temps pour moi, pour m'éclater, pour faire ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est pour contribuer plus sur le monde? Est-ce que c'est pour donner des actions qui ont du sens et être un modèle pour mes enfants? Voilà, c'est le pourquoi. Et donc, par rapport à ta question, Stéphanie, j'aurais envie de te dire, ce qui permet de rester motivé, c'est de toujours être aligné, d'être congruent par rapport à ce qui est le plus important pour nous, au plus profond de nous-mêmes en fait. Et donc du coup, si aujourd'hui la relation que tu as avec ton compagnon n'est pas alignée avec ce qui est vraiment important pour toi, je pense que c'est là où tu peux avoir des écarts. Et donc du coup, c'est peut-être de discuter avec lui. Alors je suis pas psychologue, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, donc je peux pas donner de conseils par rapport à ça. Je te donne simplement mon retour d'expérience de chef d'entreprise, d'entrepreneur qui est lui aussi marié avec des enfants. Ce que je veux partager par rapport à ça, c'est simplement que, effectivement, à mon sens, c'est important que dans un couple, lorsque l'on a cette vision d'entreprise et de pouvoir créer des projets, parce que ça va demander beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, eh bien, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui nous soutient. Et donc, c'est de partager avec ton compagnon le fait que tu as besoin de ce soutien et que lui a ses aspirations, que tu as les tiennes et si tous les deux vous voulez que ça fonctionne effectivement et que vous puissiez vous soutenir l'un l'autre, eh bien, c'est de communiquer ensemble sur le fait que en tout cas, toi, tu as besoin de son soutien. Voilà ce que j'aurais envie de partager. Moi, je sais que ma femme n'est pas du tout dans cette envie de développer sa propre entreprise. Elle est ATSEM aujourd'hui, elle veut passer le concours pour être maîtresse, instituteur des écoles. Ça c'est sa passion, c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est ce qu'elle aime faire, être avec les enfants. Et moi, je respecte tout à fait ça. Elle respecte tout à fait mon envie de m'épanouir au travers du développement d'une entreprise. Mais la seule chose, effectivement, ce qui fait que finalement, on puisse trouver un terrain d'entente, c'est le fait de se soutenir l'un l'autre, en fait. Alors, il y a parfois, effectivement, elle trouve que je passe un petit peu trop de temps au travail. Ça arrive, effectivement, quand je suis sur des moments de rush. Mais voilà, l'idée, c'est toujours être au clair et de partager, finalement, le pourquoi de chacun et que les deux, finalement, respectent le pourquoi de l'autre. Voilà ce que j'avais envie, en tout cas, de partager par rapport à ça. Adrien, hello Sarah, merci pour vos commentaires. Adrien, tu dis, Gary Vaynerchuk disait, comment est-il possible de ne pas être motivé chaque jour? Ça ne me traverse pas l'esprit, un beau recadrage. Oui, en fait, si on est connecté par rapport à ce qui nous motive,
je peux comprendre ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas être motivé? Mais en fait, même si nous, on est aligné par rapport à ce qu'on a envie de faire, il y a effectivement des personnes autour de nous qui pourraient potentiellement, effectivement, et surtout des personnes à qui on attache de l'importance. Parce que quelqu'un à qui on n'attache pas d'importance, eh bien, il peut nous dire ce qu'il veut, ça va pas avoir d'impact sur nous. Mais quelqu'un qui a une importance pour nous et à qui on attache de l'importance à ses mots, eh bien, peut avoir un impact fort finalement sur notre motivation. Si c'est notre mari, si c'est des amis, si c'est des proches, la famille, eh bien, ça peut avoir un impact fort. Donc du coup, on peut parfois avoir effectivement des baisses de motivation si on voit qu'autour de nous, on n'a pas le soutien qu'on aimerait en tout cas avoir. Et Sarah, tu dis, je suis également une partenaire VDI chez LR Health and Beauty. Je fais l'activité depuis 1 an et je n'ai pas du tout de réseau en France. Donc je me jette, si j'ose dire, sur les opportunités possibles. Et je trouve qu'aller vers l'inconnu est plus dur. Oui, évidemment, aller vers l'inconnu, c'est quelque part... mince, où est-ce que... Hop, c'est ici. Quand tu pars, effectivement, tête baissée avec ta motivation et que tu vas voir tout un tas de gens, tu es dans la stratégie de l'agriculteur A qui va tâter pomme par pomme. Et ce que je veux t'inviter à faire, c'est de réfléchir à qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action qui te permettrait de ne pas être dans la stratégie de l'agriculteur qui va tâter toutes les pommes, mais d'être dans la stratégie de l'agriculteur qui va secouer l'arbre et faire tomber les pommes mûres. Par exemple, une des stratégies que moi j'ai employées lorsque je voulais bien remplir des places de coaching individuel, c'était grosso modo vers c'était en juillet ou en août, je ne sais plus exactement. Peut-être que tu as reçu le mail d'ailleurs si tu fais partie de mes contacts email. Eh bien j'ai envoyé un email à ma liste email, en tout cas une partie, en leur disant voilà, je vais réserver une dizaine de places pour une session de croissance immédiate. C'est une session de stratégie qui va être offerte, dans laquelle je vais t'aider à voir plus clair sur la vision du succès que tu veux atteindre, à identifier potentiellement les blocages que tu as aujourd'hui et qui t'empêchent d'avancer vers le succès, et à la fin de cette séance, tu vas repartir boosté. Si ça t'intéresse, eh bien, réponds à ces quelques questions, à un petit questionnaire, pour pouvoir me dire, effectivement, oui, moi j'aimerais bénéficier, et je choisirai parmi les réponses 10 personnes qui vont bénéficier de cette session stratégique. Cette stratégie-là, qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire? Elle m'a permis de, parmi tous mes contacts, d'identifier ceux qui étaient les pommes rouges. Pourquoi? Parce que ceux qui ont dit « ça m'intéresse, je réponds au questionnaire », ont levé la main pour me dire « hey, moi j'ai un besoin, moi j'aimerais effectivement bénéficier de ta croissance immédiate ». Et parmi toutes les réponses, il y avait des pommes rouges, mais il y avait aussi des pommes un petit peu oranges. Et comment j'ai fait pour choisir uniquement et de décider de ne parler que aux pommes rouges? Eh bien, je me suis dit, je vais regarder parmi les réponses les plus impliquées. Quelqu'un qui va répondre, qui va prendre le temps de répondre avec des phrases longues, qui va m'expliquer sa situation, qui va prendre le temps d'étayer finalement sa candidature à cette session de croissance immédiate. Et en faisant ça, eh bien, ça m'a permis finalement de parler uniquement aux pommes rouges. Voilà, je voulais te donner un exemple concret pour que tu puisses imaginer une des stratégies. Et ça, c'est ce que j'appelle la stratégie une campagne de lochage. Le lochage, finalement, c'est ce qu'on appelle en Normandie, le fait de secouer les arbres à fruits pour faire tomber les fruits mûrs. Voilà. Donc si toi aussi tu veux pouvoir locher tes contacts, en tout cas les arbres dans lesquels tu as tes contacts, eh bien réfléchis à des actions que tu pourrais mettre en place pour ça. Mais quand même, j'ai réussi à faire un réseau de vingtaine de personnes, mais qui décident de ne pas travailler avec moi pour une raison banale, peur de voile. Ok. Voilà, on est sur autre chose. Voilà, j'espère que cette session vous a plu, que ça vous a aidé. On a dépassé un petit peu la demi-heure que je me fixe pour tenir finalement dans ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde? Je vous laisse encore, allez, on se laisse encore 2-3 minutes. S'il y a des questions, eh bien, laissez-les dans les commentaires Facebook et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. En tout cas, j'espère que ce qu'on a vu ce matin, aussi bien avec la réponse qu'avec l'image des deux agriculteurs et les 3 facteurs clés de succès d'une campagne de prospection réussie, eh bien, ça va vous donner des billes, ça va vous aider à avancer, à avoir finalement, eh bien, non là je peux pas montrer, ça sert à rien, à avoir eh bien, plus de prospects, avoir plus des taux de transformation meilleurs, parce que quand vous êtes non, c'est pas ici, c'est ici. Quand vous êtes dans la stratégie de l'agriculteur B et que vous ne parlez qu'aux pommes rouges, eh bien, vous avez un taux de transformation qui est bien plus important parce que vous parlez que à des personnes qui sont en phase de recherche et qui ont un vrai besoin. Et donc, forcément, le taux de transformation est largement supérieur que lorsqu'on est dans cette stratégie-là. Donc, ce que j'ai partagé avec vous ce matin, j'espère que ça vous a aidé en tout cas à avoir plus de profit, diminuer les efforts de prospection parce que vous n'allez parler qu'aux pommes rouges et avoir plus de plaisir parce que là encore, quand on parle qu'avec des personnes qui sont intéressées de discuter avec nous et qui disent oui, moi je veux parler avec toi, eh bien c'est beaucoup plus agréable parce que eh bien on a beaucoup moins de refus et bien évidemment, plus on a de oui, moins on a de non, plus c'est agréable de prospecter. Voilà messieurs dames.
Cindy, tu dis, on dit à Walt Disney que ses idées étaient mauvaises et qu'une souris à l'écran ferait peur aux gens. On connaît son succès. Exactement. Rowling était au RMI, écrivait un roman pour ses enfants et sa persévérance a payé. Spielberg s'est vu refuser l'entrée dans plusieurs écoles de cinéma. Ouais, tout à fait. Il y a des biographies juste magiques à lire pour pouvoir effectivement voir que la plupart des gens qui ont eu des grands succès que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, ont eu beaucoup d'échecs. Il y a Thomas Edison qui a dit, je crois, une citation de ce style-là. Il a trouvé finalement l'ampoule au bout de 10 000 essais. Et il a dit, je n'ai pas eu 9999 échecs, j'ai trouvé 9999 façons de ne pas faire une ampoule en fait. Et la 10 millième a été la bonne. Et donc c'est sa persévérance qui a fait qu'il a trouvé l'ampoule et qui aujourd'hui nous permet de nous éclairer, d'avoir de l'éclairage ici et ici pour faire ce live par exemple. Et effectivement Cindy, je te remercie pour ce partage avec tous ces exemples d'inspiration des personnes qui ont persévéré et qui ont réussi finalement à atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et encore une fois, le succès n'arrive jamais du jour au lendemain. C'est Adrien tout à l'heure qui parlait de Gary Vaynerchuk. Effectivement, moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et lui, il rabâche ça sans arrêt. Et il n'y a pas de succès du jour au lendemain. C'est du travail, c'est de la persévérance. Mais si vous gardez la motivation, si vous vous entourez des personnes qui sont dans la même dynamique, dans la même énergie que vous, qui ont envie finalement d'avancer, eh bien vous allez pouvoir rester motivé sur le long terme et petit à petit bâtir finalement, construire brique par brique la maison de votre succès. Oui, manque de soutien, jamais ou rarement à la maison. Et oui, en fait, je veux vivre ma vie et non exister. Je veux me réaliser des choses qui me plaisent et que ma vie a un sens d'utilité. Merci, c'est ce que j'arrête pas de lui dire, ça me rassure. On ne peut pas avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes orientations, mais l'acceptation de ce que chacun est... Voilà, pardon. Mais l'acceptation de ce que chacun est, c'est un tout. Le principal, c'est de se soutenir, pas forcément de comprendre. Oui, tout à fait. L'idée en fait c'est que si on est dans un couple où les deux personnes ont la même ambition, c'est génial, mais c'est pas forcément le cas et c'est pas parce que les deux n'ont pas la même ambition que ça ne peut pas coller. Ma femme et moi on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même façon de nous épanouir dans notre activité professionnelle. Après on se rejoint sur plein d'autres sujets, mais en tout cas d'un point de vue professionnel on n'a pas les mêmes envies. Mais c'est pas pour autant que ça ne colle pas. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se soutenir l'un l'autre. Moi, je vais la soutenir, je vais l'encourager à passer, à réviser pour qu'elle passe finalement son concours de maîtresse. Mais d'un autre côté, elle m'encourage aussi à développer mon activité. Voilà. Et lorsqu'il y a des besoins, lorsqu'effectivement, eh bien, elle doit emmener les enfants à l'école alors que finalement c'est moi qui aurais dû peut-être les emmener. Eh bien, on va trouver des solutions par rapport à ça. La seule chose, c'est de se respecter l'un l'autre et d'être en face sur le fait que oui, on n'a pas les mêmes ambitions, mais on peut effectivement trouver un terrain d'entente ensemble et faire en sorte bien de se soutenir à l'autre. Voilà. Mais encore une fois, je suis pas un psychologue du couple, je partage uniquement ma vision des choses et mon avis par rapport à ce sujet-là. J'ai pas la vérité absolue, c'est simplement mon partage d'expérience et voilà. Alain, tu dis bonjour David, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat, mais mon souci est que je me justifie trop et je perds les prospects. Alors Alain, et je pense qu'on finira effectivement là-dessus parce que je veux pas que ça dure trop longtemps pour vous, parce que je m'engage à une demi-heure et donc là on va atteindre bientôt je crois les 3/4 d'heure. En fait Alain, effectivement tu as raison et je te félicite d'avoir identifié ça parce que quand tu identifies finalement une difficulté, c'est quasiment 50% du travail de fait. Le 50% restant c'est le fait de mettre en place des actions qui vont permettre de corriger ce qui ne va pas. À partir du moment où tu te justifies, tu essayes de convaincre et tu montres à ton prospect finalement que tu as besoin de te rassurer. Et l'idée c'est que pour que quelqu'un nous fasse confiance, il faut avoir pleinement confiance en nous-mêmes. Et quand on tombe dans la justification, eh bien ça démontre en fait un signe de manque de confiance en soi. Et donc la question en fait à te poser, c'est de te dire ok, est-ce que ce que tu proposes va vraiment aider tes clients? Tu peux être convaincu, est-ce que tes clients ils vont être contents de travailler avec toi? Est-ce que, quel que soit le niveau de prix que tu donnes, tes clients vont dire « Waouh, j'en ai eu pour mon argent, c'est génial ». Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de problème de prix, tu pourras proposer des prix haut de gamme. À partir du moment où tu te dis « Quel que soit le niveau de prix que je vais proposer, mon client il va se dire « J'en ai eu pour 10 fois ce que j'ai investi ». À partir du moment où finalement tu es à l'aise avec le fait de dire « Je suis la bonne personne », les clients que j'aide, ils obtiennent les résultats que je leur promets. Les clients que j'aide, ils sont ravis d'avoir travaillé avec moi. Eh bien, tu peux être dans une posture d'assurance et dans une posture de dire ok, voilà ce que je te propose. Maintenant, dis-toi que tout le monde ne dira pas oui. Il y aura sur 100 personnes que tu vas rencontrer, peut-être 5-10% de gens qui vont te dire oui au final. Mais c'est à ces gens-là que tu veux parler. Et donc, la posture à avoir, c'est de dire ok, voilà ce que je propose, voilà le prix, voilà
l'assurance que j'ai des résultats que ça va apporter. Mais maintenant, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pas parce que ça ne parlera pas à tout le monde que je vais moi-même devoir essayer de convaincre tout le monde. Non, je vais dire voilà pour qui c'est. Si tu penses que c'est pas pour toi, c'est pas grave. Mais moi, je vais parler uniquement aux personnes pour qui c'est. Et je vais rester droit dans ma ligne directrice, dans ma confiance en moi et dans le fait effectivement de ne pas essayer de plaire à tout le monde, dans le fait de dire voilà pour qui c'est et voilà pour qui je veux plaire. Est-ce que je suis clair par rapport à ma réponse, Alain? Le fait de dire finalement, généralement, on essaie de justifier lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde. Et là, on essaie de vendre finalement, on essaie de convaincre. Et j'aurais tendance moi plutôt à être, et c'est comme ça que je travaille pour moi et pour mes clients, dans le fait d'être dans une posture de dire ma communication doit me permettre d'attirer à moi les personnes qui vont le plus résonner à mon message. Et là encore, parmi ces gens-là, je vais proposer les choses qui vont être, et si je suis sûr que c'est à 100%, ça correspond à leurs besoins, eh bien je vais rester droit finalement dans ce que je veux proposer tout simplement. Rowling, c'est Harry Potter. D'accord, Cindy, effectivement. Ouais, je suis pas. Je suis un grand lecteur de livres de non-fiction. Là, derrière, il y a quelques livres effectivement sur l'entrepreneuriat. Et j'en ai plein encore à la maison sur tout un tas de sujets, que ce soit développement personnel ou business. Mais je lis assez peu finalement de romans. Et alors même si effectivement l'auteur de Harry Potter est quelqu'un de très connu, c'est pas ma grande zone de connaissance. Voilà, on arrive au terme de cette séance, de cette émission de la Hotline des Freelances. Merci beaucoup à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à avancer. Encore une fois, chaque semaine, hop, je vais faire comme ça pour remettre à l'écran. Voilà. Chaque semaine, du lundi au vendredi, n'importe quoi. Chaque semaine, le vendredi de 9h30 à 10h30, une émission pour automatiser votre prospection, vous aider à transformer plus de prospects en clients, vous aider à signer des accords plus rentables dans le but de développer une activité lucrative et passionnante. Et pour préparer la prochaine session, au fur et à mesure de cette semaine qui va s'écouler, eh bien, posez-moi vos questions je vais remettre le numéro parce que là, j'ai pas préparé la diapo. Laissez-moi votre question au 09 au 09 86 32 20 32. 09 86 32 20 32, c'est le numéro de la boîte vocale de la hotline des freelances. Vous me laissez, comme Émilie l'a fait tout à l'heure, votre prénom, votre lieu, parce que j'aime bien savoir d'où vous êtes. Si vous êtes à Paris, si vous êtes au Canada, peu importe où vous êtes. Hein. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et une question précise. Plus votre question sera précise, plus ce sera facile pour moi d'y répondre. Parce que comment trouver plus de clients ? C'est impossible de répondre à cette question-là. Ça dépend de votre secteur, ça dépend de vos cibles, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Donc plus vous aurez des questions précises, plus je pourrai vous apporter des réponses précises et pertinentes. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième épisode de la Hotline des Freelances. Et d'ici à ce qu'on se reparle la semaine prochaine, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. À bientôt.